Juliette, donc merci d'être venue passer cette heure avec nous. Donc vous avez fondé un cabinet de coaching qui s'appelle Juliette Goyer Coaching et Mentoring. Vous êtes avocate, donc c'est pour ça que c'est encore plus pertinent. Quand on parle du stress des avocats, vous savez de quoi vous parlez. Et coach professionnel auprès d'avocats et de dirigeants. Vous les aidez à gagner en confiance, en efficacité, en bien-être, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'est que vous avez exercé comme avocate pendant 23 ans dans des cabinets internationaux et que vous êtes formée après ça au métier de coach et vous avez la certification RNCP reconnue par l'État. Voilà. Juliette, je vous passe la parole et je vous écoute. Impatiente de me débarrasser de ce stress qui nous tenaille tous. Voilà, je vous écoute. Pauline, mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre accueil. Remercier aussi Malika qui est quelque part avec nous, qui a organisé ce webinaire de main de maître. Et puis, je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet par quelques mots sur le pourquoi de ce webinaire. Pourquoi ce webinaire? Eh bien, d'abord parce qu'en tant que moi-même avocate et désormais aussi coach depuis quelques années, je suis doublement sensible à la question du stress au travail chez les avocats. C'est un sujet qui est récurrent dans mes accompagnements. Même si ce n'est pas toujours le cœur de l'objectif des personnes que j'accompagne, mais le sujet, je pense, est omniprésent aujourd'hui dans nos vies à tous. D'abord parce qu'on évolue dans un monde du travail qui est de plus en plus complexe et incertain. Et changeant aussi, parce que nous faisons tous face dans nos vies en général, et pas seulement dans le travail, à une actualité qui est particulièrement anxiogène avec la crise sanitaire qui s'est ajoutée à la crise climatique, à la crise désormais énergétique, sans compter toutes les sources de stress sur le plan économique et maintenant la guerre. Voilà, tout ça, ce sont des... Pardon ? Ça y est, je suis stressée. Ce sont des strates de stress qui viennent s'ajouter en toile de fond aux nombreuses sources de stress que nous connaissons dans la profession d'avocat. On y reviendra tout à l'heure sur ces sources de stress spécifiques, on peut dire intrinsèques au métier d'avocat. Quelques mots aussi, quand je me suis intéressée à la question du stress, plus particulièrement chez les avocats, évidemment, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des données statistiques spécifiques au stress chez les indépendants en général, parce que le stress chez les avocats, il y a quelques sondages, on va y revenir après, hein, mais des données statistiques, malheureusement, non. On s'aperçoit aussi que l'essentiel des analyses théoriques qui sont dédiées au stress concernent l'univers salarié et non pas l'univers des indépendants, même s'il y a un très bon rapport de l'INSERM qui est dédié au stress chez les indépendants. Et puis aussi une certaine forme d'inégalité entre les salariés et les indépendants sur le stress en termes de cadre légal et d'action de prévention, puisque l'employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés, qui est une obligation de résultat, et donc qui fait que dans les entreprises, eh bien, il y a des actions qui sont prises pour prévenir les risques psychosociaux, dont le stress fait partie, et ça donne lieu à pas mal de journées de formation et de prévention. Dans certaines grosses entreprises, ça prend plusieurs journées, là où les indépendants, dont une très grande majorité, je crois que c'est 98% des avocats font partie, les indépendants eh bien, sont livrés à eux-mêmes pour s'occuper de ces questions, pour s'informer et pour prendre en main leur stress. Donc c'est un petit peu pour pallier aussi à ce déficit d'information et de formation qu'il m'a paru intéressant d'intervenir aujourd'hui sur ce thème. Alors je parlais des chiffres tout à l'heure. En termes de stress, on a un sondage de l'ACE. Alors je crois qu'il y a celui-ci date de 2017. Je crois qu'il y en a un qui est un petit peu plus récent. Mais en gros, les chiffres sont à peu près stables. On a donc une très grande majorité d'avocats, 96% d'entre eux qui sont concernés par le stress. 48% qui se disent soumis à un stress qu'ils considèrent comme excessif, 48% à un stress qu'ils jugent normal, comme quoi certains vivent le stress mieux que d'autres, et il y en a même certains qui disent ne travailler efficacement que sous stress.
Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un petit sondage et de commencer par vous poser la question, pour voir un petit peu quelle est l'ambiance, le niveau de stress ambiant aujourd'hui chez vous, les participants. Est-ce que vous vous sentez, stressé dans votre travail? Diriez-vous que vous vous sentez rarement stressé? Réponse numéro 1. Est-ce que vous vous sentez souvent stressé ou est-ce que vous êtes constamment stressé? Je crois que le sondage devrait apparaître bientôt. Alors, a priori, on est plus, je vais vous donner les résultats. Oui, 15 votes, enfin, alors, non, on va parler en pourcentage. Donc 3 rarement, ouais, 45 souvent, ouais, 52 constamment. constamment. Donc il y a un fort niveau de stress. D'un autre côté, comme c'est la thématique d'aujourd'hui, je suppose aussi qu'il y a peut-être un biais qui fait que, les participants, à ce webinaire aujourd'hui sont Oui. sans doute parmi ceux qui sont les plus concernés par le stress. Mon ambition aujourd'hui, eh bien, c'est de vous informer, de vous sensibiliser à l'importance de vous occuper de votre stress, de vous en préoccuper, pour, maintenir, non seulement votre efficacité, mais aussi votre santé à long terme. Et comment y parvenir? Eh bien, avec 2 thématiques d'intervention. La première, c'est, je vais vous partager avec vous, comprendre les mécanismes du stress. On va voir qu'est-ce qui se passe en nous quand nous sommes confrontés à des sources de stress. Quelles sont ces sources de stress, hein, pour un petit peu commencer à les apprivoiser. Apprendre à distinguer le bon du mauvais stress et enfin les bénéfices d'une bonne gestion du stress. Et dans un second temps, eh bien, je partagerai avec vous quelques clés pour bien gérer votre stress au quotidien. Alors, il y a deux approches, théoriques du stress qui sont complémentaires. La première approche est une approche biologique et la deuxième, une approche cognitive. La première approche, l'approche biologique, nous vient de Hans Selye, qui était un professeur de médecine de l'Université de Montréal au Canada, et qui, dans les années 30-50, a été l'inventeur du stress et de la théorie du syndrome d'adaptation. Donc, selon lui, le stress est une réaction physiologique d'adaptation. Alors, je vais partager avec vous un petit schéma qui synthétise eh bien, ce qui se passe quand on est confronté à une source de stress qui est ici symbolisée par une menace. En fait, c'est un léopard, voilà, qui est un animal féroce. Il faut savoir que quand on est confronté à du stress, finalement, notre organisme réagit comme quand on était homme des cavernes et qu'on pouvait être confronté comme ça à des menaces physiques, hein, d'une bête féroce ou toute autre menace, un feu, enfin voilà, dans la nature, dans notre environnement immédiat. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique? Eh bien, la confrontation à cette menace va faire que notre cerveau va déclencher une réaction d'alerte et ça va envoyer un signal, il va envoyer un signal à notre corps qui va se mettre à sécréter des hormones, les hormones de stress, parmi lesquelles en particulier l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones vont entraîner des modifications physiologiques dans notre corps. On trouve notamment l'accélération du rythme cardiaque, peut-être de la transpiration, la digestion interrompue. En tout cas, tout va se mettre en place pour qu'on bénéficie d'un surplus d'énergie. Tous nos sens vont être en alerte et tout ça va être dirigé vers quoi? Vers un comportement adaptatif. Le comportement adaptatif, c'est toutes les pensées et tous les comportements qui nous permettent de faire face à la situation menaçante. Donc, un mot sur les hormones de stress. Bon, je pense que vous connaissez tous l'adrénaline. Voilà, l'adrénaline, comment dire, c'est un générateur naturel d'énergie. Le cortisol, lui, est aussi un booster d'énergie qui va renforcer les effets de l'adrénaline. Il a un effet d'anti-inflammatoire naturel, il stimule la mémoire et l'apprentissage. Et enfin, quand la situation de stress prend fin, eh bien, il favorise un retour à la normale. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir à l'esprit, quand on ressent des sensations de stress, d'avoir à l'esprit ce qui se passe en nous quand on est stressé. Alors, la deuxième approche que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'approche qu'on appelle l'approche cognitive. Selon l'approche cognitive, cette approche a été développée par deux psychologues américains, Lazarus et Folkman, dans les années 80. Et selon eux, le stress est une réaction qui est d'abord psychologique et comportementale.
Pour eux, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent l'apparition d'un état de stress. Ce qui est déterminant, c'est la perception et le vécu de ces événements. Donc on voit apparaître, la mise en avant d'une dimension très subjective, hein, et c'est cette approche qui est à l'origine de la définition qui est retenue par l'Agence européenne pour la santé et pour la sécurité au travail, selon laquelle un état de stress survient quand il y a un déséquilibre entre, d'un côté, la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement, et de l'autre, la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc on voit que la menace peut être réelle ou perçue, et cette idée de déséquilibre entre cette menace, réelle ou perçue, et les ressources, réelles ou perçues, que l'individu a pour faire face à cette menace. Donc une très grande dimension de subjectivité. Alors là, il y a un petit problème parce que la slide n'apparaît pas entièrement. Il y a dû avoir un bug, mais ce n'est pas grave. Les sources de stress, mais peut-être qu'on pourra rectifier, je ne sais pas, Pauline? Pour mettre votre présentation? Oui, bon, sinon on continue comme ça, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est aussi ce que je dis à l'oral. Donc je vous propose maintenant de vous intéresser aux sources de stress. Comprendre le stress, c'est aussi savoir pourquoi est-ce que telle ou telle situation dans notre environnement immédiat génère du stress. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de stresseurs. Il y a des stresseurs de type physique. Typiquement, ça va être des événements qui exercent une contrainte sur notre corps. Par exemple, un bain d'eau glacée. Si vous faites, je ne sais pas, une randonnée dans une rivière et que vous tombez à l'eau, tout de suite, ça va déclencher une réaction de stress. Ça peut être aussi un bruit intense ou une vive douleur. Certains stresseurs sont de type psychologique. Typiquement, vous êtes dans un embouteillage, vous allez être en retard à un rendez-vous qui est capital pour vous. Tout de suite, vous allez voilà, avoir du stress de type psychologique. Certains stresseurs sont absolus. Les stresseurs absolus, ce sont ceux qui génèrent du stress chez tout le monde, typiquement bien une éruption volcanique ou bien un tsunami. Et d'autres stresseurs vont être relatifs. Je sais que j'ai des clients qui me confient que pour eux, intervenir devant 100 ou 50 personnes, ça n'est pas un problème. En revanche, un déjeuner en tête-à-tête avec un client ou un confrère, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et à l'inverse, ça va être très difficile pour les uns d'intervenir en public, et là où un déjeuner en tête-à-tête, en face à face, ça sera tout à fait calme. Donc on n'est pas égaux face au stress. Et puis, ce qui peut stresser les uns, comme on le voit, peut tout à fait ne pas stresser d'autres que nous. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'en tous les cas, il y a une recette universelle du stress. Une recette universelle avec 4 ingrédients, dont au moins un élément est présent dans toutes les sources de stress chez tout le monde. Et donc je les ai résumés ici sous un acronyme, l'acronyme CINE, qui me paraît un bon moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Chacune des lettres de l'acronyme correspond à une menace perçue, et donc il y a des sentiments associés. Donc le C, c'est pour contrôle. Quand vous avez le sentiment que vous n'avez pas le contrôle sur la situation ou que vous perdez le contrôle sur la situation. Le I, c'est pour... alors, je vais donner un exemple. Vous perdez le contrôle sur la situation. Typiquement, je donnais l'exemple tout à l'heure. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous ne pouvez absolument rien faire parce que c'est encore loin et ça va vous mettre en retard à un rendez-vous. Voilà, on peut dire que cette source de stress-là, elle vous stresse parce que vous avez le sentiment de perdre le contrôle sur la situation. Ça peut être... Ou alors, Pardon ? Juliette, ou je vous interromps, ou alors vous devez faire une présentation et ce n'est pas la présentation prévue. Tout à fait. Alors ça peut générer du stress, ou bien alors, Voilà. si vous avez un bon sens de la flexibilité, qui est une des compétences émotionnelles, et ben vous vous adaptez et vous vous dites: «C'est pas grave, dans tous les cas, je connais mon sujet et je m'adapte». Mais en effet, c'est un autre exemple. Le I, c'est pour imprévisibilité. Quand vous ne savez pas à l'avance ce qu'il va se passer ou quand quelque chose d'inattendu se produit dans votre environnement, ça déclenche une réaction de stress. Typiquement, alors dans le métier d'avocat, moi je sais que il m'est arrivé de savoir qu'il y avait un délai de procédure qui allait tomber avec une masse de travail importante qui allait s'ensuivre. Voilà, sauf que je ne savais pas quand ça allait tomber. Et donc j'étais dans l'incapacité
d'organiser mon temps à l'avance, dans l'incapacité même de prévoir, d'anticiper mes temps de repos, des congés par exemple, parce que je me disais, si jamais ce truc-là tombe, je vais avoir 2 mois où je vais devoir être mobilisée à plein temps sur ce dossier, je ne pourrais rien faire d'autre. Ça, c'est une source de stress. Le N, c'est pour nouveauté, quand vous faites face à une situation nouvelle. Alors, typiquement, dans notre travail, ça peut être, vous devez changer de logiciel de travail, vous devez vous adapter à un nouvel environnement informatique. Ça peut générer du stress. Et enfin, le E, c'est pour ego. Quand votre ego est mis à l'épreuve, quand vos capacités sont mises en doute. Là, il y a pas mal de sources de stress qui sont liées à l'ego. Typiquement, je ne sais pas moi, un de vos stagiaires met en doute votre façon de travailler. Ça peut vous agacer passablement, voire susciter du stress. Alors, je vous propose de passer à un petit exercice en prenant 1 minute, chacun chez vous, pour réfléchir à 1, 2 ou 3 sources de stress dans votre quotidien et pour chacune, à identifier vos ingrédients. Est-ce qu'il y a cette perte de contrôle, ce sentiment de perdre le contrôle? Est-ce que c'est plutôt parce qu'il y a de l'imprévisibilité dans l'air, de la nouveauté, ou est-ce que ça pourrait être votre ego qui se sent menacé? Et puis après, voilà, je vais peut-être regardez, je vous propose de partager sur le chat, si vous en avez envie, vos réflexions. C'est en temps réel. Alors, on a une première personne qui participe. Ah non, c'est à vos claviers. Alors vous n'êtes pas obligé de décrire la source de stress. Vous pouvez, juste dire c'est un Alors, souci personnel ou voilà. si c'est plus facile, peut-être qu'on peut faire comme ça. Voilà, j'ai listé ici une liste, bien sûr, je vois qu'il y a quelqu'un qui réagit dans le chat. Imprévisibilité, la nouveauté, peur de ne pas y arriver quand je ne connais pas la matière. Tout à fait, ça c'est un exemple typique, exactement. Alors est-ce qu'il y a d'autres, je pense qu'on peut avoir les 4 en fonction des circonstances. Exactement. C'est au moins une des 4. La masse de travail. Perte de contrôle. Charge de travail, ouais. Pareil, on est toujours dans la perte de contrôle. Imprévisibilité, peur de l'imprévu en audience malgré une grande préparation. Tout à fait. Alors retard, audience qui se prolonge. Alors là, Pression du chiffre à atteindre. on est dans la perte de contrôle, pression du chiffre du chiffre d'affaires, on est dans la perte de contrôle, éventuellement l'ego, éventuellement l'imprévisibilité. Ouais. Sinon, il y a charge de travail, urgence et perte de contrôle. Alors, on va continuer à regarder les réponses. Il y en a encore une. Alors, il y en a d'autres, c'est difficulté à gérer la vie privée, la vie pro. Oui. Donc on a 2 commentaires Tout à là-dessus. fait. Voilà, imprévisibilité et peur de se tromper malgré la préparation. Donc là, si vous voulez, peut-être que ça va vous évoquer, vous vous sentirez voilà, moins seul face à vos sources de stress. J'ai cité dans la slide suivante quelques sources de stress qui sont fréquentes chez les avocats. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais vous avez par exemple, quelqu'un en parlait tout à l'heure, la charge de travail, le travail en urgence, l'activité en dents de scie, la connexion permanente. Tout ça, moi, j'y vois pas mal de perte de contrôle, si on regarde dessiner. Le poids de la responsabilité professionnelle, qui est une source de stress, parce que, il y a des enjeux, il y a un enjeu, on engage notre responsabilité. Là, on peut voir peut-être que l'ego est mis en cause potentiellement. La pression économique, les objectifs de facturation, la concurrence entre pairs, là, il y a toute la dimension économique et financière. Là encore, on peut dire que c'est un petit peu les 3, ego, contrôle, perte de contrôle et imprévisibilité. L'incertitude sur l'évolution de carrière, sur le statut libéral, lié au statut libéral, à l'absence de chômage. Là, on est encore dans l'imprévisibilité. Enfin, voilà, vous pouvez décliner. La pression financière qui est rajoutée par. Ouais. Ouais. Pression financière, sacrifier beaucoup de temps personnel et de vie privée. Tout à fait. Voilà, il y a aussi tout ce qui est
enfin, dans les relations interpersonnelles, hein, la dimension émotionnelle des relations avec certains clients. C'est vrai que quand, je ne sais pas si certains d'entre vous voilà, sont actifs dans des domaines de la vie privée, comme le droit privé, comme le divorce, ça peut aussi rendre les choses, voilà, pour vous en tant qu'avocat qui êtes quand même un réceptacle en termes de parole et de difficultés de vos clients, ça peut être difficile et générateur de stress. Tout ce qui est aussi rivalité, les conflits d'ego, les jeux de pouvoir dans les cabinets, les situations conflictuelles avec les clients, avec certains confrères parfois, voire avec des collègues, voilà, tout ça peut aussi générer du stress. Et là, on est souvent dans le E de ego, si on regarde toujours l'acronyme CINE. Alors sinon, il y a le droit de la famille qui est difficile à gérer affectivement. Tout à fait. Il y a masse de travail, gérer plusieurs audiences en même temps, gérer les délais. Là, c'est la perte de contrôle. Donc, voilà, moi, je vous invite chez vous à continuer à noter vos sources de stress et puis à vous poser la question pour comprendre pourquoi ça vous stresse et puis peut-être commencer à accepter que ce soit normal, que ça vous stresse. Et ah bah oui, là, je sais. Alors, c'est évidemment plus facile quand je donne cet exemple du bain d'eau glacée parce qu'une personne avec qui, justement, j'avais parlé de ces sources de stress, avec qui j'avais fait une randonnée en rivière, est tombée à l'eau et tout de suite, la personne a plongé dans l'eau froide. Ça y est, je suis stressée, je sais pourquoi je suis stressée. Dans la sphère professionnelle, c'est peut-être moins évident, mais enfin, c'est intéressant toujours de se poser la question, tiens, je ressens du stress, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me stresse? Ah oui, ah bah oui, évidemment, c'est imprévisible, ou je perds le contrôle, donc évidemment, je suis stressée, c'est normal. Alors, un autre élément, je surveille l'heure. Un autre élément, qui est intéressant, c'est la distinction entre, que vous avez peut-être déjà entendu, entre le bon stress et le mauvais stress. Vous avez vu tout à l'heure que le stress est d'abord une réaction d'adaptation, une réaction physiologique, qui est là finalement pour nous protéger, puisqu'elle nous donne l'énergie, le surplus d'énergie nécessaire pour faire face à la situation stressante. Ça, c'est le stress aigu. On a cette énergie pour faire face à une, entre guillemets, menace à caractère ponctuel. Et puis, quand la situation prend fin, eh bien, les symptômes de stress disparaissent. Et grâce au cortisol, les choses rentrent dans l'ordre. Et tout ce stress-là, il fait partie de notre quotidien. Et c'est sans doute pour ça que certaines personnes disent ne travailler efficacement que sur stress, parce qu'elles ont besoin de ce surplus d'énergie, de concentrer tous leurs efforts sur un objectif ponctuel. Là où ça se complique, c'est quand le stress devient chronique. Et là, la réaction de stress fait suite à une menace qui n'est plus ponctuelle, mais qui devient prolongée ou qui se répète. Et là, pourquoi est-ce que c'est un stress chronique et pourquoi on le dépeint comme négatif ou comme mauvais? C'est parce qu'au lieu d'être protecteur, le mécanisme physiologique va faciliter l'apparition de pathologies, et ça, c'est parce qu'on sécrète du cortisol en excès. Un peu de cortisol, c'est très bien. Trop de cortisol, c'est pas bon pour la santé. Un mot sur le burn-out, parce que ce stress chronique, eh bien, quand il est mal géré, il peut conduire à l'épuisement et au burn-out. Alors, je vais en dire juste un mot parce que je sais qu'il y a un précédent webinaire qui a été dédié et consacré exclusivement à ce sujet qui préoccupe beaucoup les avocats. Donc, quelques mots sur le burn-out selon l'OMS. C'est un phénomène lié au travail, mais qui n'est pas classé parmi les maladies. Il est défini comme un syndrome, hein, donc pas une maladie, mais un syndrome qui fait que ses contours sont parfois malaisés à circonscrire. Un syndrome qui résulte d'un stress chronique, comme je le disais, qui a été mal géré, avec 3 dimensions, une dimension de sentiment d'épuisement ou de perte d'énergie, un désinvestissement dans la relation de travail, des sentiments négatifs, voire de cynisme vis-à-vis du travail, et puis une perte d'efficacité professionnelle avec notamment des problèmes de concentration, par exemple. Alors, ça nous conduit... Je vous interromps, Juliette, une seconde. Sur le côté, on vous a mis le lien pour tous les participants du webinaire qu'on avait fait sur le burn-out. Si vous voulez compléter votre connaissance sur le sujet, n'hésitez pas à le regarder. Ça nous conduit tout naturellement à parler des enjeux d'une bonne gestion du stress.
Un stress mal géré, ça peut, on va dire à l'extrême, conduire à l'épuisement, ou au burn-out, mais ça peut aussi entraîner des problèmes de santé physique, des douleurs diverses, maux de nuque, maux de dos, maux de ventre, troubles du sommeil, des problèmes de santé psychologique, de la nervosité, de l'anxiété, de la tristesse, parfois de la dépression, des comportements à risque avec des excès de tabac, d'alcool ou de stupéfiants, des maladies cardiovasculaires. Tandis que un stress bien géré, eh bien, peut vous permettre de maintenir votre santé à long terme, de vous sentir mieux et aussi d'être plus performant au plan individuel comme au plan collectif. Donc en conclusion sur cette première partie dédiée, à la compréhension des mécanismes du stress, si on n'aime pas être stressé, et le stress est d'abord là pour nous protéger et pour nous donner cette énergie dont nous avons besoin pour nous adapter à la situation. Et ça arrive quand on a le sentiment de perdre le contrôle sur les situations ou, d'être confronté à une situation nouvelle ou imprévisible ou encore lorsqu'on a l'impression que notre ego est menacé. La, mauvaise nouvelle, c'est que bien sûr, il n'est ni possible ni souhaitable d'ailleurs, puisque c'est protecteur d'abord, d'éliminer toutes les sources de stress de nos vies. En revanche eh bien, on peut apprendre à mieux vivre avec et c'est l'objet de notre, deuxième partie. Agir pour, mieux gérer votre stress au quotidien. Je vous propose, de partager avec vous, quelques clés de bonne gestion de stress, à commencer par 3 principes de bonne gestion de stress. 3 principes, pour comprendre que, d'abord, le stress, eh bien, il n'y a pas de solution universelle. En gros, gérer son stress, c'est une affaire de personnes, une affaire d'individus, c'est une affaire individuelle. Chacun doit engager une démarche individuelle pour s'occuper et pour gérer son stress. À chacun son stress, à chacun sa solution ou ses solutions. Ensuite, il n'y a pas de baguette magique, mais une démarche qui doit être volontaire. Gérer son stress, ça demande du temps et de l'implication. Alors je sais bien que quand on est avocat, le temps, on en manque, donc l'idée n'est pas de rajouter du stress au stress, mais parfois un petit peu de temps passé pour gérer son stress permet de gagner en efficacité et donc aussi en temps. Et enfin, il n'y a pas une solution unique, mais une combinaison de solutions qui se complètent et je vous propose de les découvrir ensemble. Alors, une première piste, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, d'être attentif, à ce qui se passe quand vous êtes, stressé. Écoutez votre stress, c'est comme ça que je l'ai résumé. Soyez, attentif aux signaux qui, sur le plan ne serait-ce que corporel, indiquent une réponse de stress. Et puis continuez chez vous à identifier vos stresseurs. Qu'est-ce qui vous stresse dans votre environnement et pourquoi ça vous stresse avec, les 4 ingrédients du stress, qui sont, donc, dans cet acronyme CINE. Et donc je vous invite à continuer chez vous à observer ce qui se passe et à noter vos pensées et puis vos comportements. Comment vous gérez la situation? Est-ce que vous subissez, passivement ou est-ce qu'au contraire vous arrivez à prendre le contrôle sur la situation? Pourquoi je fais cette précision? Parce que, c'est pour vous amener ces suggestions sont faites pour vous conduire à prendre pleinement conscience de ce qu'il se passe quand vous êtes stressé et ça va vous permettre petit à petit de ne plus subir la situation, mais de vous mettre en capacité d'agir. Et ça, c'est très important face au stress, c'est de ne pas rester passif à subir et de commencer à prendre le contrôle sur la situation et à agir. Donc, comment agir? Eh bien, il y a une première piste qui consiste à renforcer votre résistance au stress. Ça peut consister, à pratiquer une activité, entre guillemets «anti-stress». Pourquoi on parle du yoga, de la méditation, de la respiration, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, du qigong? Parce que ce sont des activités qui permettent de faire baisser la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Donc je vous invite, si jamais vous êtes vraiment sujet au stress, à pratiquer
une de ces activités. Alors vous pouvez aussi, ne serait-ce que pour la cohérence cardiaque, il y a une petite application, qui est, très facile d'utilisation et efficace qui s'appelle Respirelax et qui peut vous aider. C'est un outil très vraiment facile d'utilisation qui peut vous aider, à rythmer votre respiration pour faire baisser la pression quand vous êtes confronté à une situation de stress, intense. Et puis, ça c'est capital, je vais vous inviter surtout, surtout à décharger votre énergie. Vous vous rappelez tout à l'heure dans la réaction physiologique et comportementale, le stress, c'est ce surplus d'énergie qui nous est apporté par, l'adrénaline et par le cortisol. Sachez que, quand vous êtes soumis à, un appel d'un client mécontent, quand vous êtes coincé dans les embouteillages, et que vous allez être en retard à un rendez-vous important, ou alors quand vous êtes à une audience et puis, une audience importante et puis, vous avez de l'appréhension parce que vous craignez, d'être confronté, à des à des arguments en dernière minute, de votre confrère, adverse. Sachez que la réaction de stress va être la même que celle que l'on était du temps des hommes des cavernes quand on faisait face à une agression d'un animal féroce dans la nature. Donc, on a systématiquement ce surplus d'énergie et il faut le décharger. Pas pour rien qu'il y a des expressions d'ailleurs qui disent voilà, décharger son stress, c'est ça, ça fait appel à ça, cette nécessité de décharger le surplus d'énergie. Alors ça n'implique pas de courir un marathon, mais d'être actif le plus possible, aussi souvent que possible. Donc je vais vous inviter là, quand vous en avez la possibilité, plutôt que de prendre le taxi ou le métro, à marcher. Marcher, c'est bon pour décharger le stress. Alors j'ai indiqué gare à l'effet cocotte minute. Qu'est-ce que c'est l'effet cocotte minute? Eh bien, on le sait tous, hein, on a des vies assez sédentaires, surtout quand on est avocat. Alors parfois on va plaider, mais souvent, il arrive qu'on soit, la journée entière devant notre ordinateur, encore plus avec la crise sanitaire où on a été, devant, nos caméras vidéo, en webinaire ou bien des conférences téléphoniques qui parfois durent très longtemps. Et donc, ça c'est une des raisons qui font qu'on n'a pas tellement l'occasion de décharger ce surplus d'énergie. Et puis aussi dans le contexte du travail, c'est pas toujours possible tout simplement et donc on prend sur nous toute la journée, et le risque, c'est lequel? C'est le risque, c'est de décharger ce surplus d'énergie au mauvais moment et sur les mauvaises personnes. Je ne sais pas s'il est arrivé à certains d'entre vous, après une journée très, très stressante, d'arriver le soir, chez soi et puis, voilà, votre enfant, vous dit: «Ah bah maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir?» et puis, là, il peut arriver que toute cette charge émotionnelle que vous avez tenue toute la journée, elle se décharge malheureusement sur le pauvre enfant qui n'a rien demandé à personne, qui a juste demandé qu'est-ce qu'il y avait pour le dîner, mais c'est la petite goutte d'eau qui fait que voilà, la cocotte minute va exploser. Ne pas décharger son stress, ça peut vous exposer aussi le soir à ruminer dans votre lit, à ne pas réussir à trouver de sommeil parce que justement, vous avez de l'énergie en surplus et vous n'avez pas pu l'évacuer. Donc ça, s'il y a un conseil vraiment que je peux vous donner, c'est de bien intégrer cette dimension de surplus d'énergie et de nécessité impérative de le décharger par toutes les manières possibles avec autant d'exercices physiques que possible. Et puis en dernier lieu, prenez soin de vous. Ce sont des conseils, on va dire, de bon sens, mais dormez suffisamment, mangez sainement et puis amusez-vous. Le rire facilite la sécrétion d'endorphines et l'endorphine a pour vertu de diminuer l'anxiété et de réguler notre humeur. Donc, autant que vous pouvez, amusez-vous. C'est pas pour rien. Alors, je sais qu'on considère souvent que les avocats sont sérieux. Moi, je sais qu'ils ont aussi souvent beaucoup le sens de l'humour et à mon avis, c'est parce qu'aussi ils ont besoin, de relâcher la pression et rigoler, ça permet de faire, relâcher la pression. Un autre axe de gestion du stress, eh bien, ça va consister à développer vos stratégies d'adaptation. Vous vous souvenez dans le schéma, hein, on avait la sécrétion des hormones de stress, le surplus d'énergie qui permettait de surmonter la situation à l'origine de la réaction de stress. C'est ça tout simplement, hein, ça va consister à, à trouver, ou à rechercher, des solutions pour mieux surmonter, la situation stressante. Donc c'est ça l'adaptation, ça désigne toutes ces pensées et ces comportements que l'on adopte face à un stresseur.
Alors l'adaptation, ça dépend de plusieurs variables, parmi lesquelles, la situation objective, c'est-à-dire, quelle est la source de stress? Voilà, je suis confrontée à une urgence. Est-ce que l'urgence est absolue? Est-ce qu'elle peut être relativisée? Par exemple, hein. Et puis, ça va faire appel aussi à l'évaluation que vous faites de la situation. Donc avec l'idée, si c'est possible, d'aller de relativiser, la situation. Et puis, l'évaluation que vous faites des ressources qui sont les vôtres pour y faire face. Donc là, c'est vrai que ça peut, vous renvoyer à des réflexions sur: «Oui, j'ai mes ressources, mais moi je manque de confiance en moi, donc j'ai peur de ne pas y arriver». Ça peut entraîner une succession de réflexions, en chaîne. Donc je vais vous proposer de commencer par faire une pause, respirer profondément une dizaine de fois, inspirer, expirer, bouger, vous pouvez contracter et relâcher vos abdominaux, bouger les bras et les jambes. Ça, ce sont quelques minutes quand vous êtes soumis à une situation stressante qui vont vous permettre de gagner en temps et en efficacité pour surmonter la situation. Ça va vous permettre aussi, de relativiser plutôt que, d'être dans une démarche de réaction impulsive, de relativiser. Souvenez-vous toujours, la menace, réelle n'est pas toujours la même que la menace que vous percevez. Et puis enfin, mobiliser vos ressources pour surmonter, la situation. Et si vous faites face, à une urgence, il va peut-être falloir considérer de travailler plus ou de vous organiser différemment, de revoir votre agenda, de déléguer ce qui peut l'être. Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Heu, Pourquoi? Eh bien, en particulier parce que, dans ces situations-là, eh bien, souvent, il y a les émotions qui peuvent, entrer en jeu et que, il suffit pas de dire, que ça y est, vous avez je voulais prendre un petit exemple avec vous peut-être, si on a quelques minutes, oui. Évaluer vos comment dire? Ce que je voulais prendre, c'est un exemple d'un nouveau dossier. Vous êtes par exemple un vendredi soir et puis, paf, que ce soit, votre patron ou bien, un nouveau client qui vous appelle pour un nouveau dossier urgent. Donc il va s'agir de réévaluer la situation d'une manière la plus objective possible. Quel est l'enjeu? Est-ce que l'urgence est absolue ou est-ce qu'elle peut être négociée? Quelle est la quantité de travail nécessaire? Et puis, quelles sont vos ressources pour y faire face? Quel est, votre temps, disponible? Quel est votre niveau d'énergie? Ça, il ne faut pas l'oublier, votre niveau d'énergie puisque c'est la fin de la semaine. Est-ce que vous avez la possibilité de déléguer tout ou partie du travail? Et puis aussi, est-ce que vous avez la possibilité, oui, de déléguer, tout ou partie, du travail? Et puis peut-être de reporter aussi, le délai, s'il peut être modifié. Donc ça va consister tout simplement à mettre en place un petit plan d'action pour réorganiser votre agenda heu et puis faire face à la situation. Donc moi, je vais vous inviter aussi à développer vos compétences, pour gagner en efficacité, sans perdre de vue votre bien-être. Et ça va inclure vos compétences, dures, et aussi vos compétences, soft ou vos soft skills. Quand les émotions s'en mêlent, je disais tout à l'heure, ça peut être compliqué. Par exemple, si on prend cet exemple du nouveau dossier urgent du vendredi soir, peut-être que vous allez ressentir de la contrariété, si ce n'est pas la première fois que ça arrive, vis-à-vis de la personne, qui vous contacte en dernière minute. Donc voilà, donc développer, vous engager dans des actions de développement personnel et professionnel, ça peut vous aider à développer vos compétences, par exemple pour, oser davantage poser des limites. Ça peut être aussi, développer vos compétences managériales pour déléguer, si vous en avez la possibilité, pour déléguer plus efficacement. Parce que c'est pas tout d'avoir des gens autour de soi pour pouvoir déléguer une partie du travail, encore faut-il que la délégation soit efficace. Sinon, j'imagine que certains d'entre vous vont me dire: «Mais oui, mais moi, je ne peux pas déléguer parce que quand je délègue, le travail n'est pas bien fait, ou tel collègue ou collaborateur, s'y prend mal ou il n'est pas efficace» et cetera. Déléguer efficacement, ça s'apprend. Donc voilà. Voilà quelques pistes. Encore une fois, ça peut être difficile, donc je vous invite à ne pas hésiter à vous faire accompagner, pour clarifier peut-être des axes de développement, et puis, réussir à atteindre vos objectifs, d'une manière, plus efficace et plus sereine. Hem
Alors j'ai conscience que tout cela prend du temps, mais malheureusement, il n'y a pas de solution sans effort, et c'est important de consacrer du temps à votre stress. Et pour ça, je vous invite à inscrire vos actions anti-stress dans votre agenda et à agir en conscience. Qu'est-ce que c'est agir en conscience? Mais peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez déjà dans votre quotidien, mais vous n'aviez pas conscience que c'était bon pour votre stress et donc bon pour votre efficacité et pour votre santé à long terme. Peut-être que spontanément, tous les jours, vous marchez un petit peu. Peut-être que vous passez du temps à vous détendre en famille, entre amis. Peut-être que vous allez au spectacle. Peut-être que vous jouez de la musique. Sachez que tout ça, c'est bon pour votre stress. Et donc, faites-le en conscience et prévoyez-le dans votre agenda. Et puis, en dernier lieu, quelques trucs et astuces pour ne pas vous sentir submergé face à une montagne voilà, de choses qu'il y aurait à faire pour en venir à bout de ce stress. Vous vous souvenez, je vous invitais à réfléchir à vos stresseurs. Commencez par un à la fois, hein, et si possible par le plus facile. Ensuite, voyez chaque difficulté comme une opportunité d'apprendre. Et puis faites-vous confiance pour trouver des solutions. Si c'est difficile, n'hésitez pas à rechercher de l'aide, hein, ce n'est pas une honte de rechercher de l'aide et ça peut permettre de gagner beaucoup de temps face à une difficulté. Souvenez-vous aussi que chacun d'entre nous est différent et que personne n'est parfait. Hein, et puis autorisez-vous le droit à l'erreur. Ça c'est important, personne n'est parfait. Souvent, voilà, on dit que les avocats, alors ce sont des personnes géniales parce qu'ils ont le sens de la perfection, ils s'engagent. Mais la perfection, donc ça a du bon, ça nous porte. Et quand on recherche à être trop parfait, comme finalement la perfection n'existe pas, parce que quand on a atteint un certain degré de perfection, ben, on peut encore imaginer plus que parfait. Donc relâchez un petit peu la pression sur ce terrain-là, et puis autorisez-vous à ne pas être aussi parfait que vous le voudriez. Ensuite, sachez que le soutien social est la clé, donc cultivez les liens qui soient amicaux, professionnels, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Le lien social est clé dans la gestion du stress. Et enfin, célébrez vos succès pour rester motivé. Et puis, si vous avez encore un petit peu de motivation, eh bien, passez au stresseur suivant et puis trouvez des solutions pour toutes ces sources de stress. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Juliette, Certains, merci beaucoup pour tout ça. Vous avez bien tenu le timing. Il est 1h48. Oui. Donc il y a un avocat qui nous a rejoint à la fin, ne vous inquiétez pas. Et aussi, pour mettre le truc, si vous avez des problèmes de connexion, nous envoyons toujours le replay après. Donc ça, vous l'aurez, vous pourrez le regarder calmement si vous n'avez pas pu prendre de notes. Merci à vous. Donc on a une avocate qui vous remercie, Juliette. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des merci. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous allez à la fin de ce webinaire recevoir au moment où vous fermerez quelques petites questions. N'hésitez pas à remplir parce que c'est vos retours qui nous permettent de mettre en place des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Nous vous enverrons le replay. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur n'importe quel sujet. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez sur notre site internet Maîtrise. Donc, vous tapez Justifie de maîtrise sur Google, vous trouverez tous nos webinaires. Donc, vous pouvez aussi les consulter là, et puis d'autres ressources qui peuvent vous aider dans votre quotidien d'avocat. Voilà, c'est notre média à destination des avocats. Voilà, je dis ça en attendant que quelqu'un pose des questions. Je n'en vois pas. Est-ce que Juliette, vous avez d'autres choses à ajouter? Écoutez, j'espère avoir été claire et surtout, c'est très difficile pour un avocat de gérer sa vie privée et professionnelle. C'est vrai, c'est difficile. Ce que je voudrais ajouter, c'est que aucune situation difficile ne mérite d'être subie et vraiment vous encourager, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, à rechercher de l'aide. Parce que des solutions, il y en a.
Encore une fois, ça peut consister à changer son organisation, à revoir sa gestion du temps et des priorités. Ça peut consister à tout simplement recruter quand on en a la possibilité, poser des limites, manager efficacement. Enfin voilà, il y a des solutions, il y en a plein. Évidemment, c'est du cas par cas, puisque chacun son stress, chacun sa solution ou ses solutions, donc c'est difficile de faire de faire des généralisations, et ce qui convient aux autres ne convient pas nécessairement à tout le monde. Et en tout cas, sachez que des solutions existent. Alors, il y a une autre question. Avez-vous des conseils spécifiques pour les avocats, notamment pour la gestion des audiences? C'est vrai qu'il y avait pas mal de commentaires sur le fait que parfois il y a plusieurs audiences à la fois, ou il y avait des retards des audiences. Comment gérer cette situation un peu stressante des audiences? Se dédoubler, dit une avocate. Se dédoubler, ce n'est pas possible. Mais typiquement, ça va être les pistes, ça va être donc pratiquer une activité, si possible anti-stress, pratiquer de l'activité physique. Enfin, honnêtement, faites l'expérience, hein, plutôt que d'aller à votre audience à pied, par exemple, en métro, ou en taxi, allez-y à pied, et profitez-en pour respirer un maximum. Déjà, ça va vous permettre, sur le court terme, de peut-être mieux appréhender cette audience. Et puis revoir votre organisation. Peut-être que ça peut vous paraître aujourd'hui insurmontable, peut-être que vous vous sentez face à une montagne et que vous n'arriverez, mais non, allez chercher des solutions. Enfin, contactez-moi si vous voulez me contacter, on peut tout à fait en discuter en bilatéral pour explorer ensemble des pistes de solutions, mais il y a des solutions. Très bien. Bon, c'était de l'humour, effectivement, se dédoubler. Mmh. L'humour des avocats dont vous parliez tout à l'heure. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, s'il y a pas de questions, on compte sur vous pour mettre une petite note quand c'est fini. La gestion des clients stressants. La gestion des clients stressants. Alors, pour moi, ce que ça m'évoque, la gestion des clients stressants, pour moi, ça renvoie à la gestion de ses émotions. Un client stressant, qu'est-ce que ça suscite? Ça peut susciter, par exemple, de l'agacement, voire de la colère, de l'énervement, enfin voilà. Tout ça, ça renvoie aux émotions. Une autre piste pour mieux gérer son stress, évidemment, c'est de développer ses compétences émotionnelles. Les compétences émotionnelles, ça permet de nouer des relations mutuellement satisfaisantes, et ça permet de mieux s'adapter aux situations de stress liées, par exemple, à la gestion c'est des clients stressants, des clients qui vous stressent. Ben, c'est ça, vous connectez à vos émotions. Pourquoi est-ce que ce client vous stresse? Qu'est-ce que ça génère chez vous comme émotion? Et ça, là encore, enfin, c'est difficile. On ne peut pas en quelques minutes, voilà, parler des émotions, mais développer son intelligence émotionnelle, ça fait partie des pistes pour arriver à surmonter ces émotions. Qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi est-ce que je ressens de la colère? Je ressens de la colère peut-être parce que je ne me sens pas respectée par ce client, respectée dans mes valeurs, dans ce qui compte pour moi, ou parce que je ne me sens pas entendue. Ça va générer par exemple de la colère. Ça, je vous invite à vous intéresser aux émotions et aux compétences émotionnelles. C'est une très bonne piste pour trouver des solutions pour mieux gérer son stress. En ce qui me concerne, je le lis directement au client avec délicatesse, et cela provoque une baisse de pression mutuelle. Ouais. Pourquoi c'est difficile souvent quand les émotions s'en mêlent, et pourquoi c'est difficile de gérer son stress, et surtout de développer ses stratégies d'adaptation, c'est que ça suppose d'accepter une part de responsabilité dans la résolution du problème. Donc j'entendais, vous me disiez: «Oui, comment est-ce qu'on gère un client stressant?» C'est vous qui le percevez comme stressant. Voilà, il a sans doute ses raisons. Voilà, la question, c'est vous, qu'est-ce que vous faites de ce stress que vous percevez chez le client et que peut-être le client vous transmet? Et là, c'est quelque chose qui vous concerne vous, et qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour gérer, eh bien,
ce stress qui est transmis ou peut-être cette émotion de colère qui naît, que ça fait, naître en vous. Bon. Eh bien, on va peut-être se quitter. Ah bah là, non. Alors, un avocat. De mon point de vue, ma source principale de stress provient de l'usage abondant et constant des courriels entre collaborateurs. Je travaille dans un groupe pluridisciplinaire qui, ajouté à un bureau en sous-effectif, ne nous permet pas toujours de fournir un travail de qualité selon moi. Ça, c'est le contrôle. Mmh mh. Bah, ça, c'est vrai que, hem, c'est ennuyeux quand de pas pouvoir fournir un travail de qualité quand on a, là, c'est sans doute ça vient toucher à vos valeurs. C'est vrai que quand on engage sa responsabilité, et que, on est, comment dire? Conduit à travailler dans des conditions qui ne permettent pas de fournir un travail efficace, ça peut, relever d'une injonction, paradoxale. C'est comme, injonction paradoxale, c'est comme, voilà, si, quand on vous demande de faire plus d'heures, pour atteindre vos objectifs, mais de travailler moins, parce que sinon, ça fait des factures, un petit peu trop lourdes pour le client et du coup, c'est pénible d'être toujours dans l'immédiateté ou l'impression d'être chez Amazon ou Burger King, oui, Burger King. Vous êtes empêché de faire du travail de qualité et ça peut être stressant. Usage abondant et constant des courriels entre collaborateurs, ça peut générer du surmenage. On va les pistes de réflexion, et les axes de recherche, encore une fois, sous réserve d'une analyse au cas par cas, mais ça va être à revoir, sa gestion des priorités, revoir son organisation, peut-être déléguer, poser des limites et puis, développer, ses compétences émotionnelles. Avec la avec la relation client, c'est très positif, donc ça, c'est très bien. C'est bien aussi de savoir, reconnaître ce qui est positif. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Juliette. Ouais, Merci à tous d'avoir participé. Merci d'avoir partagé avec vous des choses qui vous tiennent à cœur. C'est pas un sujet, évident. Juliette, on vous remercie, on se tient au courant et merci. donc vous recevrez tous un replay avec un article, et n'hésitez pas à nous faire des retours, voilà.